Bonjour, bienvenue dans votre émission Sciences et Civilisation Ilm wa Hadara. Très heureux d'accueillir avec vous une grande professeure entre la physique et les neurosciences, Madame Hana El-Hroch. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous. Vous avez un parcours absolument extraordinaire. Merci. Vous êtes pour l'interdisciplinarité. Vous avez fait beaucoup de physique nucléaire, puis vous vous êtes intéressé aux neurosciences avant de parcourir toutes ces recherches avec vous. D'abord, mieux vous connaître. Vous êtes né au Maroc. Oui. Pas loin, je crois. Oui. À quelques centaines de mètres. À quelques centaines de mètres, à la ville de Salé ou de Rabat. Je suis née à Rabat, mais Rabat. j'ai vécu à Salé. Oui. C'est cela. Et vous avez fait vos études secondaires ici? À Rabat, toujours. Primaire et secondaire. Primaire et secondaire. Vous m'avez dit que vous gardez des souvenirs merveilleux. Parfaitement. Du quartier, notamment. Aussi, oui. Et après, vous voilà parti pour des études de physique dès le début ou vous avez bifurqué? Oui, dès le début, mathématiques et physique. Mathématiques et physique, on les associe souvent pour les premières années. Voilà, les diplômes universitaires généraux. Oui. Et comment se fait la motivation plus pour la physique que pour les mathématiques? Alors en fait, donc je voulais vous remercier d'abord pour cette invitation et vous remercie de la faire exister parce qu'elles sont rares des émissions scientifiques pour la promotion de la science et c'est vraiment ça me fait chaud au cœur. Merci. Et aussi d'être là. Quand j'étais lycéenne déjà, j'avais le goût pour les sciences. C'est important, ça commence tôt. Ça commence tôt. J'avais des exemples aussi dans ma famille qui. Oui. Et je pouvais tout faire en fait parce que j'étais intéressée par la géologie, la paléontologie, la biologie. Et puis finalement, c'est la physique et les mathématiques et la médecine qui prenaient, on va dire, le relais. Oui. Malheureusement, on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas tout faire en même temps. Et c'est en fait une inscription à l'université à Lyon. Oui. Et le désir de partir en France, voir autre chose. Oui. C'est toujours cette idée de voir. La mobilité est importante. De voir autre chose aussi, la mobilité, puis de s'ouvrir vers le monde. Oui. Qui a penché ma décision de faire des études de physique et de mathématiques. Voilà. Et, à l'université Lyon. À l'université de Lyon. Et précisément, le plus vers la physique que les mathématiques, c'est des rencontres qui décident de cela ou... La physique, oui. J'avais un goût particulier pour la mécanique quantique. Ah, d'accord. Et j'ai continué dans cette lancée. J'ai fait une licence en physique et une maîtrise en physique. Et je me suis aussi inscrite et j'ai suivi ce qu'on appelait à l'époque un diplôme d'études DEA approfondi en physique nucléaire. En physique nucléaire, oui. Et puis, c'était un moment aussi où on réfléchissait de ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire. Et j'avais toujours le goût pour aller vers la médecine, vers la biologie. J'avais essayé La biologie restait quand même un petit peu en arrière-plan. Tout le temps. Et elle va passer de plus en plus au premier plan. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'était vraiment ça. Et j'ai essayé de devenir physicien des hôpitaux à l'époque. C'était. Ça consiste en quoi? C'est-à-dire que les imageurs qui sont les plus répandus dans les hôpitaux, c'était les scanners X. Oui. Et donc, il fallait connaître et aider les médecins à connaître les doses à émettre. Et ils avaient cette responsabilité, les physiciens de l'hôpital. Oui. Mais j'avais envoyé mon dossier un peu en retard et il n'y avait que 20 places sur toute la France. Donc, je n'avais pas été retenue. Et pendant mes recherches, je suis tombée sur un DEA qui venait de se créer, qui s'appelait DEA Génie biologique et médical. Et il y avait une option qui s'appelait instrumentation lourde. Instrumentation lourde. Voilà. Et donc, j'ai commencé à regarder quels sont les laboratoires d'accueil. Et il y avait des laboratoires d'accueil qui faisaient justement les scanners X, médecine nucléaire, l'échographie. Et aussi la RMN, la résonance magnétique nucléaire, qui va bientôt donner l'imagerie. L'IRM. Et j'ai passé quelques jours dans tous ces laboratoires. Ah oui. Le temps de voir lequel sera le plus en correspondance avec vos désirs et vos compétences. Alors effectivement, maintenant vous êtes Madame IRM, on peut le dire. Vous vous êtes vraiment consacrée à ces études-là de l'imagerie par résonance magnétique. Et à quel moment
vous avez commencé à vous intéresser aux neurosciences et à l'application des IRM aux microstructures du cerveau, disons-le. Alors, vous avez dit je suis Madame IRM, vous avez bien raison de le dire parce que je fais partie maintenant des plus anciens à connaître l'IRM depuis le début de recherche, on a tout vu arriver. Hein. Donc j'avais commencé par… C'est les années 80, l'IRM. 85. En fait, l'IRM, elle a été décrite. L'ARMN, on a déjà eu le prix Nobel en 1952. C'est une technique très complexe qui a connu énormément de prix Nobel. Le prix Nobel de l'imagerie, celui qui l'a découvert, c'est en 1973. La première image en 1973 par Lauterbur à New York. Et aussi en même temps par Mansfield en Angleterre. Donc, ils ont eu les prix Nobel bien plus tard. Quand on a commencé à faire de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire dans ces années-là, il y avait tout à faire. Oui. Donc, au départ, on se battait. Affiner l'instrument. Au départ, je me suis beaucoup intéressée, en tant que physicienne, à améliorer le signal, Oui. à améliorer la résolution dans l'image. Et à ce moment-là, on avait les médecins qui nous accompagnaient parce qu'on avait des structures, on ne les connaissait pas. Donc, on avait des collaborations avec les médecins. Et petit à petit, les choses évoluaient et on commençait à se poser davantage de questions. Les biologistes sont arrivés, les biochimistes, puis les chimistes sont aussi arrivés dans notre domaine puisqu'ils nous ont apporté toutes ces molécules qu'on injecte pour mieux différencier, oui. Par exemple, une lésion d'un tissu normal. Oui. Parce qu'il faut dire que quand on dit résonance magnétique, il y a des aimantations, il y a dans le cerveau des parties qui… migrent selon la magnétisation vers tel endroit ou vers tel autre. Ça, c'est pour les agents de contraste. Au fait, la résonance magnétique nucléaire, si je me permets, je peux la dire en deux, trois mots. Oui. Donc, c'est un phénomène physique qui est attribué à des noyaux qui ont la particularité magnétique. C'est cela. Et il se trouve que les atomes d'hydrogène ont cette propriété-là. Et en biomédical, c'est très important parce que les noyaux d'hydrogène sont les composants essentiels de la molécule d'eau. C'est cela. Et donc, quand on fait de l'imagerie par résonance magnétique, on ne dit plus nucléaire parce qu'il y avait des confusions. On dit que l'IRM. Mais normalement, c'est l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Donc, on a introduit un instrument supplémentaire, en plus du champ magnétique, ce qu'on appelle des champs magnétiques variables qui vont coder le signal pour donner une image. Mais tout cela, c'est parce qu'aussi, il y a beaucoup d'électricité dans le cerveau. Disons-le, non? Il n'y a pas une relation avec l'électricité directe. C'est vraiment l'orientation comme des petits spins magnétiques. Oui. Mais l'électricité a joué un rôle parce que les électrons qui tournent autour de la molécule d'eau, etc., ils vont modifier d'une façon microscopique, voire nanoscopique, l'environnement où se trouve la molécule d'eau, puisque nous on récolte comme signal que la molécule d'eau. Et on va avoir des différences entre, par exemple, si je m'intéresse au cerveau, le tissu, la matière grise, la matière blanche, les ventricules, et on va faire les différences. L'oxygénation aussi, l'effet Bold, non? Alors l'effet Bold, c'est bien de vous le dire, c'est un phénomène très important parce que l'ARMN a une particularité, c'est une technique très riche et elle peut donner des informations sur beaucoup de phénomènes biophysiques. L'effet Bold, c'est l'hémoglobine. C'est cela. Elle est oxygénée quand elle est au poumon et elle va dans la circulation du sang pour livrer son oxygène parce que le cerveau en a besoin à ce moment-là. Par exemple, là aujourd'hui je vous parle, la région de mon cerveau qui fait le langage, elle est activée. Elle va activer. Donc cette histoire, c'est comme un autobus en fait, l'hémoglobine. Elle va livrer l'oxygène. Et le fait de livrer ou pas livrer l'oxygène c'est paramagnétique, il va modifier localement le champ magnétique. C'est cela. Et ça on le voit par imagerie. Et ça a donné toute cette panoplie d'imagerie fonctionnelle qui s'est ouverte vers beaucoup d'applications et notamment vers les neurosciences. Et vous avez pris précisément cet aspect des neurosciences. Alors, quand on lit vos travaux, il y a un intérêt pour le préclinique aussi bien que pour le clinique via les IRM. Quelle est la différence? Alors, quand on est chercheur, on a une idée. Cette idée, il faut la prouver. Donc, et on passe par plusieurs étapes pour la prouver. Les premières étapes, c'est l'équation mathématique. Donc, on fait beaucoup de modélisation mathématique et on voit si nos modélisations
elles vont avec l'expérience. Et on a ce qu'on appelle des fantômes, c'est-à-dire qu'on va mimer ce qu'on veut observer. Par exemple, si je veux observer des cellules dans le cerveau, ben, je vais mettre des cellules dans un tube et je vais regarder si mon phénomène va donner l'idée que j'avais. Donc, et après, on passe chez l'animal, parce qu'on ne peut pas, on est dans le domaine de la santé, il faudrait vraiment le vivant, c'est toute autre chose. Donc, on peut inculquer ce qu'on veut observer chez l'animal. Donc, l'animal, on appelle ça la recherche préclinique. Et quand ça marche en préclinique, on passe en phase clinique. Et ça demande quand même quelques années, beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline, beaucoup de... Mais c'est une success story, l'IRM tout de même, c'est-à-dire ses effets cliniques sur l'homme ont montré beaucoup de choses. Alors vous, en particulier, les microstructures du cerveau, on sait que malheureusement, par exemple, pour les cancers, ben, ça attaque à un niveau, j'allais dire, infinitésimal. Oui. Donc, l'ARMN nous permet de voir les microstructures des tissus et la microvascularisation. Donc, et nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le signal qu'on observe, qu'on récolte, c'est le signal de l'eau. Ça veut dire qu'on voit les interactions de l'eau avec la matière. C'est ça. Et pour comprendre ces interactions de l'eau par la matière, il faut se retrousser les manches en tant que physicienne, moi dans mon cas, et de connaître la biologie. Et c'est pour ça que dans mon cursus, vous l'avez peut-être remarqué, j'étais dans des laboratoires de physique, après je suis partie dans des laboratoires où ils faisaient plus de médecine, après je suis allée dans des laboratoires où ils faisaient plus l'interdisciplinarité avec des biologistes, des pharmaciens. Vous avez fondé une unité à l'INSERM, l'Institut national donc pour la recherche des études médicales. L'INSERM en général, c'est les médecins. Mais là, vous êtes véritablement parmi eux. On est des denrées rares. Oui, souvent, des gens comme moi sont plutôt au CNRS. Oui. Et moi, j'avais choisi d'aller justement à l'INSERM parce que justement... c'est la recherche médicale. La recherche médicale. Et même au début de ma carrière, je travaillais avec des physiciens de la résonance magnétique nucléaire. Donc, on était entre physiciens. Et j'ai eu cette envie de quitter les physiciens. Donc, on va dire, je me suis séparée de ma zone de confort pour aller vers les biologistes parce qu'il faut comprendre leurs attentes. Oui. Parce que, éthiquement parlant, on ne peut pas mettre en place des techniques juste pour les techniques, mais il faut qu'elles aient des applications et qu'elles aient des applications majeures et qui sont intéressantes pour la médecine. Mais là, c'est vraiment la grande générosité de la chercheure que vous êtes, parce qu'en général, les physiciens dans votre domaine se contentent de la recherche fondamentale et laissent l'application à d'autres, alors que vous faites tout le circuit, toute la chaîne de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée. On peut dire que je suis une physicienne théoricienne contrariée. Mais non, pas contrariée, aboutie, parce que vous allez du fondamental à l'application. Au départ, j'avais le goût pour la théorie, en fait. Donc, j'aimais la mécanique quantique, j'aime bien les équations, j'aime bien les modélisations mathématiques. Les simulations numériques. Mais à un certain moment, c'est la curiosité aussi. Oui. Tout n'a pas été toujours facile, parce que c'est compliqué. Et puis, la biologie n'est pas simple. Oui. Et puis, c'est pas comme la physique, on ne peut pas la mettre toujours en équation, malheureusement. Ou heureusement. Voilà. Pour l'hétérogénéité du vivant. On arrive à avoir des reproductibilités, on arrive à avoir des effets et des causes. Des permanences. Des permanences, voilà. Donc, oui, je me suis intéressée au cancer. Et les neurosciences sont arrivées par le biais de la neuroimagerie. Oui. Voilà, parce que l'IRM est beaucoup plus adapté pour les tissus mous, comme on dit, les softs. Oui. Et le Pourquoi cerveau. Parce que, contrairement aux autres rayonnements, ce sont des rayons radio. C'est exactement comme les rayons radio qu'on a sur les radios qu'on écoute. Et ils n'interagissent pas avec le corps. Ils peuvent traverser le corps. C'est pour ça que l'IRM est très intéressante, parce qu'on peut voir l'ensemble du tissu. Et les tissus qui ne sont pas mous n'ont pas beaucoup d'eau. Ah oui, c'est ça. Et ils ont un fameux paramètre qu'on appelle qui est très très court, qui est le T1, donc il faut quand même des techniques beaucoup plus poussées pour aller voir l'os, alors que les rayons X ou le scanner vont pouvoir les voir d'une façon beaucoup plus confortable. Ah oui, et précisément pour le champ privilégié de l'IRM, c'est finalement le cerveau, dans ce que vous décrivez. Et à partir de là, on distingue entre ces deux IRM, l'IRM classique et l'IRM fonctionnel, qui voit
précisément les fonctions du cerveau à l'exercice. Ouais. Il voit le cerveau en action. En action. Et ça, c'est assez magique en quelque sorte. Ah oui. On attend le prix Nobel là-dessus. Oh, oui. Je pense que Ogawa, qui a été à l'origine de cette découverte, très belle découverte, qui a fait vraiment. Maintenant, c'est devenu populaire, l'imagerie fonctionnelle. Et là, avec l'imagerie fonctionnelle, on a vu arriver d'autres disciplines qui sont les psychologues. Oui, c'est cela. Oui, voilà, oui. Donc ça devient de plus en plus. Alors justement, vous prêchez pour l'interdisciplinarité. Ah, moi, beaucoup. Parce que voilà, les 3 champs que vous avez maintenant à votre actif, la physique nucléaire, la biologie, la clinique médicale, et les 3 sont en pleine symbiose à travers cet instrument que vous maîtrisez qui est l'IRM. Qui est l'IRM, avec des étapes. Oui. Et ça dure longtemps. Oui. Ça dure longtemps. Qu'est-ce qui dure longtemps? Eh bien, de l'équation à la recherche clinique, c'est 10 ans. C'est cela. C'est 10 ans. Oui, oui, oui. En moyenne, si jamais on arrive à la recherche clinique. Parce que c'est pas des. Oui. C'est ce que, en fait, c'est ce qu'il faut pour la science. Parce qu'il faut vraiment, il faut la validation en permanence. Alors, vous parlez de validation. Vous êtes donc chercheur en France, on l'a dit, à l'INSERM, mais vous avez aussi tout un volet dans une université en Écosse, Aberdeen, qui a accueilli favorablement votre interdisciplinarité entre la physique et la médecine. Oui, ça c'est une histoire récente. Pour moi, c'est récent, il y a moins de 10 ans à peu près. C'était une rencontre dans un congrès. Moi, j'avais une machine à champ magnétique faible, mais qui ne faisait pas de l'imagerie. Et eux, ils avaient une machine qui faisait de l'imagerie, parce que c'était des physiciens purs. Et ils pouvaient aller vers les champs magnétiques les plus faibles, parce que déjà, quand la RMN on commençait à connaître son principe, on savait qu'elle pouvait différencier les tissus, les protons, enfin les molécules d'eau, par exemple, qui vont se trouver dans la matière blanche, et les protons de l'eau qui vont se trouver dans la matière grise. On va mieux les différencier à champ magnétique faible. Et c'est quelque chose qui est resté. Et même, il y avait Damadian à l'époque, malheureusement, il n'a pas eu, lui, le prix Nobel, mais il aurait pu, qui avait montré qu'on pouvait différencier d'une façon beaucoup plus sélective, visualiser les cellules du cancer. Donc, c'était resté. Et moi, j'avais cette machine parce que j'avais un projet avec une entreprise Guerbet qui faisait des agents de contraste. Ce sont ces agents que toute personne qui est passée par l'IRM, on le lui injecte. Et ils avaient fait toute une panoplie. Il fallait les caractériser. Et on les caractérisait à champ magnétique variable. Et puis, j'étais dans un laboratoire qui développait, qui travaillait sur le cancer du cerveau et qui développait des lignées cellulaires depuis la salle de neurochirurgie, avec qui on avait un rapport privilégié, jusqu'au laboratoire, et on sélectionnait des lignées. Et on avait des lignées de tumeurs qui vont donner telle propriété, d'autres telle propriété, etc. Et puis, comme cette machine que j'utilisais ne faisait que du paramagnétique, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça donne sur cellules qui ont été décrites comme étant, on peut les voir par RMN. Et à l'époque, c'est à champ faible. Et j'ai vu des différences. À partir d'une question, d'une question, et puis aussi d'une connaissance, d'une bibliographie qui était restée 30 ans et que personne n'avait un peu fait émerger. Et c'est resté. Et quand je suis rentrée, quand j'ai vu ce laboratoire, on s'est dit, il y a une idée. On peut aller vers la détection du cancer par imagerie à champ magnétique faible. Et on a eu un projet européen. Qu'on a monté, et c'était vraiment un succès. C'est un succès parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui occupe beaucoup mon temps. Ah oui, bien sûr. Alors, on va précisément prendre le temps maintenant de décrire cette spécialité qui est la vôtre, cette sous-spécialité, les IRM à faible intensité. En quoi ça consiste? Alors, quand on va dans une IRM, elle a une intensité. Cette intensité, c'est le Tesla. Bon. Et souvent, les IRM les plus répandus sont... Au départ, il y a 20 ans, c'était 0,5. Plus petit à petit, ils sont devenus à 1,5 Tesla. Maintenant, de plus en plus, des hôpitaux ont des IRM à 3 Tesla. En France, on voit même 7 Tesla. Et on est en train de faire la recherche sur 11,7 Tesla. Qu'est-ce que ça donne, tous ces paliers? Alors, c'est parce que la RMN, c'est une technique qui est elle est très riche, elle a énormément d'atouts, sauf un, qui est la sensibilité. Elle est très peu sensible. Et quand on rentre dans une salle d'IRM, vous voyez, il y a énormément d'instrumentation. Et toute cette instrumentation est faite pour rendre le signal de plus en plus sensible. Tout. On va mettre des amplificateurs, on va mettre des cages de Faraday, on va mettre on va englober l'aimant
de beaucoup d'instrumentation. Et une des raisons principales, c'est justement pour avoir une très bonne sensibilité. Et quand on monte en champ magnétique, on a une meilleure sensibilité. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours… Il y a eu une course. Les champs magnétiques sont très importants pour tout ce qui est imagerie fonctionnelle. Oui. Pour tout ce qui est imagerie de diffusion, maintenant, on fait la tractographie de la matière blanche. La tractographie, c'est tout ce qui fait les connectivités entre le cerveau. C'est aussi une de mes spécialités. Ça permet de comprendre les neurodégénérescences dans les cerveaux. Maintenant, on distingue, par exemple, dans une maladie de schizophrénie, quels sont les tracts qui ne fonctionnent pas ou qui ne se lient pas ou qui ne sont pas en cohérence entre eux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence vraiment à décrire, etc. Donc, il y a eu cette course et on a oublié les champs magnétiques faibles. Oui. Et depuis maintenant, avec ce projet-là, en fait, on a commencé à montrer l'intérêt. Et un des intérêts qu'on a montré et qui reste vraiment, on va dire, un point marquant, c'est le fait que, comme j'avais ces lignées, je ne comprenais pas pourquoi, par exemple, pour une lignée qui faisait de l'invasion et une lignée qui faisait de la prolifération, c'est-à-dire une tumeur juste solide et l'autre qui va aller plus loin, j'avais une différence de signaux. Et j'ai mis un temps, bien entendu, en collaboration avec d'autres laboratoires, on était plusieurs Européens, on a compris finalement que c'était l'échange de l'eau, en fait de l'eau, c'est-à-dire la dynamique. On revient toujours à l'eau. Tout le temps, on ne voit que ça, la dynamique de l'eau. Ah oui. L'eau dans tout organe vivant, oui. elle ne stagne pas, oui. Elle bouge. Et puis, elle n'est pas juste un solvant. Elle communique, elle donne des signaux, elle va aller dans des macromolécules, elle va être piégée parce qu'elle va demander à la molécule de prendre un repliement. Enfin, il y a toute une histoire de la dynamique de l'eau. Et il se trouve que la cellule qui fait de l'invasion, c'est une cellule qui évacue très très vite son eau, et pour schématiser, pour aller plus vite et aller loin. Et donc, et là, on a montré qu'on a un paramètre physiologique qui devient un biomarqueur chez nous. Oui. Par l'intermédiaire d'un paramètre qu'on mesure par RML. Et donc, c'est presque le bing, puisque enfin, on va pouvoir voir des régions de l'invasion tumorale. Chose qui n'est pas du tout visible encore. D'où les fameuses microstructures. Voilà, et on va vers les microstructures, même les nanostructures, parce qu'on a des informations de nanostructures, la dynamique de l'eau. Il faut dire que pour le nano, c'est 1000 fois moins qu'un cheveu. Exactement. C'est vraiment de la médecine à une échelle assez… En fait, l'information qu'on peut avoir, elle peut être à plusieurs échelles, on appelle ça multiscale, plusieurs échelles. On va de la nano à la micro à la milliseconde. Parce qu'en fait, quand on parle de dynamique, forcément la notion du temps, c'est-à-dire en combien de temps la molécule retrouve sa position initiale. On appelle ça les temps de corrélation, qui sont des temps qu'on mesure. Et alors précisément, vous avez dit l'intérêt n'était pas vers les IRM à faible intensité, et ces IRM à faible intensité permettent de mieux observer ces microtissus, c'est ça? Alors, donc microstructures. Voilà, donc moi je me suis spécialisée, j'ai pris cette casquette de vouloir montrer quel est l'intérêt des champs magnétiques faibles dans le cancer. Donc, ce que je vous ai raconté, là maintenant, ce que je suis en train de montrer, j'ai montré que les champs magnétiques faibles peuvent différencier et rendre visibles les cellules qui s'échappent, qui vont qu'on ne voit pas, et qu'à un certain moment, le neurochirurgien ou le chirurgien peut aller chercher et les racler pour les enlever, pour que le patient ne revienne pas une deuxième fois faire et qu'il n'y ait pas de récidive, etc. Mais il y a un autre intérêt des champs magnétiques faibles. Oui. C'est son coût. Ah oui. Là, les enjeux économiques. Enjeux économiques, enjeux éthiques aussi, parce que qui dit économique dit on peut le rendre transportable, on peut le rendre accessible à beaucoup de régions qui ne peuvent pas financer les grands IRM à grand Tesla. Voilà, exactement. Et donc, il y a maintenant de plus en plus d'entreprises qui travaillent là-dessus. Et nous aussi, notre équipe, nous avons un axe avec Aberdeen sur cet aspect-là. Aberdeen, donc, d'accord. Voilà. Pour véritablement rendre les IRM plus accessibles à travers le monde en raison du fait qu'ils sont plus facilement transportables. Et puis très peu coûteux. Et tout ça vient de la faible intensité sur laquelle vous avez attiré l'attention. Voilà, la faible intensité. Pourquoi maintenant on peut aller vers les champs faibles? Parce que durant ces décennies-là, il y a eu énormément d'avancements technologiques. Oui. On profite de ces avancements technologiques. Donc, on sait faire des bobines, ceux qui récoltent le signal de plus en plus sensible.
Plus petite. C'est-à-dire que leur microélectronique, oui. Elle profite de tout ce qui est en fait connaissance qu'on observe de toutes les recherches, hein, ça va de microélectronique, parce qu'on utilise des capacités, on utilise la self-induction. Donc les bobines, on sait, la géométrie, la théorie aussi, donc on sait faire des bobines de plus en plus sensibles. On sait faire aussi des calculateurs de plus en plus puissants. Et on sait faire aussi des gradients de champ magnétique de plus en plus stables et des aimants de plus en plus stables. Et on n'aura plus besoin de ces chambres que vous avez décrites tout à l'heure avec des IRM qui mobilisent tant d'écrans protecteurs des signaux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas disparaître parce qu'ils ont leur rôle, ces IRM à haut champ. Ils ont leur rôle, ils ne vont pas remplacer les IRM à champ magnétique. C'est complémentaire. C'est-à-dire qu'ils vont décanter un peu, ils vont fluidifier les diagnostics. Au lieu d'attendre des mois et des mois, il y a certaines pathologies, par exemple là on montre que l'AVC, on peut le voir à champ magnétique faible, on peut voir déjà la présence précoce d'une tumeur ou pas, on peut voir des lésions de tout style, sur par exemple tout ce qui est maladie des arthroses, on peut voir le ménisque, il y a beaucoup d'applications que le champ magnétique faible peut déjà prendre en charge. Ah oui. Et donc, si jamais il faut aller vers les champs élevés, il y aura moins de monde, moins d'attente et moins cher. Vous avez soulevé les enjeux économiques, il y a aussi des enjeux éthiques. Tout à l'heure, j'ai soulevé la question de l'IRM fonctionnel. Vous avez dit les psychologues aussi maintenant sont de la partie, parce que dans les IRM fonctionnels, certains s'intéressent à l'idée du fonctionnement du cerveau des autres, pour les monitorer, pour avoir du pouvoir sur eux. Donc, il y a des grands enjeux aujourd'hui de neuroéthique, disons-le. Et cela touche ou ne touche pas tout à fait votre domaine? C'est un peu à côté? On y pense. Oui. C'est-à-dire que c'est pas encore, il n'y a pas eu on va dire, de phénomènes flagrants qui ont utilisé l'IRM à des fins, parce qu'on va utiliser l'émotion, on va savoir comment jouer sur une personne pour modifier ses choix commerciaux ou bien même politiques, hein, dans l'armée, etc. Donc il y a des tentatives. Comme toute technologie qu'on crée, on l'a créée dans un sens donné, et puis malheureusement, elle peut avoir des dérives. Et ça, c'est le rôle des gens, le rôle des politiciens, le rôle de l'éthique, des dérives, de bien maîtriser ça. Nous en sommes conscients. Nous en sommes conscients. Moi, je vois que de plus en plus de gens parlent des neurosciences. Et des fois à raison, des fois à tort. Et il y a encore des mélanges. Il y a encore des mélanges. Malheureusement. Quel type de mélange? Je ne peux pas vous dire ce que je peux avoir comme exemple. Par exemple, on va dire, je sais, par exemple, on va détecter des mensonges. Ah oui, oh là là, non. Voilà, ça c'est quelque chose, j'ai déjà entendu parler de ça, mais c'est pas du tout avéré. Non. C'est-à-dire des supputations qui commencent à être plaquées sur un développement de ces neurosciences. Et bien justement, c'est le travail toujours des neurologues, des physiciens, des cliniciens, de montrer que la science est modeste dans ses résultats. Et que ce n'est pas, on ne va pas lire le cerveau du jour au lendemain. Il faut rester rationnel, il faut démontrer la démonstration, la validation et la reproductibilité de la chose. C'est cela. Et puis multicentrique aussi. Ce que je vois moi dans mon laboratoire, il faut qu'il soit aussi réalisé dans d'autres laboratoires. C'est vraiment important. Faire partie d'une même communauté scientifique. C'est très très important. S'ouvrir aussi. Là, vous êtes justement, vous avez le titre de chercheuse européenne, parce que c'est aussi bien la France que le Royaume-Uni. On espère qu'au Maroc aussi, on puisse avoir quelques lumières de votre science. Dans tous les cas, merci beaucoup d'être venu partager avec nous votre savoir, votre science. Et ce fut vraiment un grand plaisir et un grand bénéfice de vous accueillir dans cette émission. Merci beaucoup, M. Benkhlouf. Merci pour tout ce que vous faites. Merci, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Et je vous dis au revoir et à très bientôt dans une prochaine émission. À bientôt. Au revoir.